Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous observent et nous écoutent. C'est toujours un plaisir d'être à Alger, de me retrouver au milieu des miens, de mes amis, de cette lumière, même si aujourd'hui nous ne l'avons pas à cause de la pluie. Mais c'est de bon augure pour notre agriculture et je répondrai à vos questions, peut-être pas toutes, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas, même à mon âge. Mon parcours est assez connu. Je viens de Kabylie. Je suis issu d'une famille pauvre, très pauvre, avec un père émigré, une mère au foyer, avec deux autres frères et une sœur et ma grand-mère. Et puis dans la vie, nous avons tous des marqueurs. Moi, j'en ai deux marqueurs bienheureux, bienveillants, et un marqueur un peu plus difficile. Je n'en parlerai pas parce qu'il y a des blessures que ni le temps, ni l'ascension sociale, ni l'argent n'effacent. Alors concentrons-nous sur les deux marqueurs qui m'ont ouvert la voie de la réussite. Le premier d'entre eux, c'est la rencontre d'un instituteur en Kabylie. J'étais en train de vendre des fruits et légumes un jour de marché. Une personne s'approche de moi et me dit « Il y a un petit air de famille. Comment tu t'appelles? Que fais-tu? D'où viens-tu » Je réponds et étrangement, il me dit « Lundi à l'école ». Je réponds « Écoute, je crois qu'il y a autre chose à faire ». Puis les circonstances de la vie, et notamment ma grand-mère qui nous élevait à l'époque, un lundi matin me dit « Allez à l'école ». Et c'est un peu une découverte, une surprise, mais aussi une envie, je reparlerai tout à l'heure de l'envie, notamment à l'égard de nos jeunes, une envie de sortir de la routine, de la misère, de la tragédie de la misère pour faire autre chose. Et donc je suis allé à l'école à l'âge de 10 ans. Je savais qu'il manquait quelque chose dans mon pédigré, je savais que quelque part, je tournais en rond au lieu de tourner rond. Mais quoi? Bon, je crois que finalement, c'est l'école. Quelques années plus tard, à Alger, en hiver, je fais une grippe. Et je vais consulter un médecin, lui aussi proche de la famille. Un médecin algérien qui arrivait d'Espagne, je crois, qui venait de s'installer rue du Douche à Alger. Et au lieu et place de la prescription, je ressors avec une lettre de recommandation pour le patron de Pfizer. Et quelques mois après un examen, période de stage, me voilà délégué médical. Et tout le reste, je le laisse un peu à votre imagination, à l'imagination de ceux qui nous observent et nous écoutent. Quelques années après, je suis à Manhattan, à la 42e rue, un étage élevé, et j'étais l'un des présidents opérationnels de l'entreprise, que je ne nommerai pas pour ne pas faire de publicité indue, et une entreprise quand même qui employait 150 000 employés à travers le monde et 50 milliards de chiffre d'affaires. Il y a deux choses
Je dis souvent, les Américains ne sont pas les plus intelligents sur cette planète, mais ils ont une qualité sur nous, ils ne manquent pas d'audace. Ce sont des gens qui sont audacieux. Ensuite, Manhattan, les États-Unis, c'est une société diversifiée. Vous rencontrez des gens de toutes couleurs, de toute origine, de toute culture. Donc, c'était un milieu assez fertile. Mais je dois avouer que les choses ne viennent pas toutes seules. Car j'ai monté donc les étages sans ascenseur, mais j'avais envie. Et vous savez, l'envie aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga de la réussite. C'est vrai au niveau des individus, notamment des jeunes, mais c'est vrai aussi au niveau de l'industrie. J'avais vraiment envie. Je sentais comme une sorte d'injustice, d'abord séparé du père, émigré, éloigné, à un âge où on avait le plus besoin de ses parents. Et je voulais prendre une revanche, mais ce n'était même pas une revanche sur les hommes, parce que les gens dans le village étaient des gens très généreux, très bienveillants, même si quelquefois le surplus de bienveillance vous blesse. On appelait les orphelins les rougilen. Et moi, quelque part, ça me gênait un petit peu. Donc, je voulais sortir de cette situation de quelqu'un que l'on plaint parce que le sol n'a pas été très bienveillant avec lui. Je voulais réussir et je crois que quand on a envie, à ce moment-là, on prend le temps de mettre les ingrédients nécessaires, le travail, la persévérance, sont des éléments qui sont très, très importants dans la vie. Et après, le reste est venu, j'allais dire, presque tout seul. Mais il restait quand même un challenge, parce que c'est bien beau d'arriver au plus haut de l'échelle, mais il faut rester. Et en fait, y rester, c'est avéré encore plus difficile que l'ascension. Parce que dans une société ou une entreprise de cette envergure, il y a toujours des jalousies, il y a toujours des appétits, des appétences pour le pouvoir qui peuvent être excessifs. Et puis, j'avoue aussi, je l'ai en partie cherché, puisque je ne voulais pas être quelqu'un d'ordinaire. Je vais vous donner deux exemples qui auraient pu à l'époque me faire perdre mon job. Nous sommes en pleine guerre civile d'Algérie. Et aujourd'hui, un ministre, M. Aoun, m'interpelle et il me dit « il faut qu'on fasse quelque chose ici, dans ce pays ». Je dis « mais nous sommes en pleine guerre civile, monsieur ». Il me dit « c'est dans les moments de détresse que l'on construit des monuments. On a besoin de vous. » Et nous avons créé cette usine. Quelques années plus tard, en Asie, en 1996, si ma mémoire ne me trahit pas, venait d'éclater une crise financière de grande envergure qui avait commencé, je crois, à Bangkok. Et j'ai songé, j'ai pensé, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'avais engagé 2 milliards de dollars de l'époque, presque forcé la porte du président du comité exécutif et du conseil d'administration pour acheter toutes les minorités qui sont dans nos entreprises. Quelques mois plus tard, la crise financière étant passée, la valorisation de ces entreprises s'est avérée très fructueuse.
Je crois que c'est ce que je raconte assez souvent, mais pour mes enfants, maintenant, ils sont grands, puis ils n'ont pas besoin de mes conseils. Mais à mes petits-enfants, dans la vie, il faut oser. Rien ne vient seul. Si vous osez, et si vous prenez le temps, la forme, vous y mettez les moyens, rien n'est impossible. Beaucoup autour de moi, dans l'entreprise, et notamment au comité exécutif, murmuraient que j'avais fait cet investissement à cause de mes origines. Peut-être sur ce point-là, n'avait-il pas tort. Il fallait le faire parce que, vous savez, je dis souvent, l'Algérie est un pays formidable. Les Algériens sont des gens qui ne sont pas simples, mais ils ne sont pas simplistes. Et puis, l'Algérie a connu une guerre qui a été meurtrière, qui a coûté beaucoup en vie humaine. Et en fait, je pense personnellement que la guerre de libération de l'Algérie a accéléré la décolonisation de l'Afrique. Aujourd'hui, personne ne nous dit merci, mais passons. Et puis, il y a eu cette guerre civile où les gens ne se pressaient pas au portillon. Parce que beaucoup de gens pensaient que c'était chez eux et pas chez nous. Avant tout, il faut que je vous dise, je ne suis pas expert. Il y a certainement ici des gens qui sont plus pertinents à répondre à votre question. Mais je vous rappelle seulement une chose. En 1962, est-ce qu'il y avait des usines en Algérie de produits pharmaceutiques? Il n'y en avait pas. Il y avait juste la pharmacie centrale algérienne qui faisait de l'assemblage de quelques molécules, et encore. Et les Algériens, il faut le dire et le répéter, ont construit une industrie pharmaceutique solide, qui est reconnue par son nombre et sa qualité. Le seul conseil, si je peux me permettre, il ne faut jamais dormir sur ses lauriers. Vous savez, c'est saint Augustin qui disait dans Confession, à propos du temps, si on ne me pose pas la question, je sais. Mais si l'on me demande de répondre à la question, je n'en sais rien. De quoi le temps, de quoi demain sera fait, je n'en sais strictement rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres personnes plus qualifiées pour répondre à cela. Mais je sais, par contre, une chose, je vais vous dire une ou deux choses que je sais quand même. C'est que nous sommes dans une économie du marché de la connaissance, de l'innovation, de la technologie, et les opportunités de grandir et de sortir de ce que l'on fait et de quelque chose qui, par la force des choses, est devenu une routine, sont aussi grandes que les appétits des jeunes Algériens à innover, à réussir, à développer, à créer. Et moi, j'appelle depuis déjà quelques temps le gouvernement pour la constitution, par exemple, d'un fonds souverain de 5 milliards de dollars. Ce n'est pas énorme, c'est à la portée de l'Algérie, mais on n'a pas besoin de plus pour encourager le développement de biotechnologie, de biopharmacie. Elles seront, ces entreprises-là, la surprise de ce siècle, croyez-moi. Et s'il fallait simplement revenir sur une évidence, songez que
l'ARN messager, que le vaccin contre SARS-CoV-2 n'a pas été découvert par de grandes entreprises comme Pfizer, pour ne pas les nommer, ou Sanofi, ou Merck, n'a pas été découvert par les Big Pharma. Ce sont deux petites entreprises qui ont fait cette découverte. Après, l'une a été absorbée à coût de quelques milliards de dollars. L'autre est resté tout seul parce que M. Trump, alors président des États-Unis, avait donné un chèque de 750 millions de dollars. Mais je crois que c'est une leçon pour tous, et surtout dans le développement de notre économie. L'émergence de petites entreprises agiles, alertes, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont beaucoup d'imagination, beaucoup d'audace, beaucoup d'envie, sera la surprise de ce siècle. Et il ne faut pas que l'Algérie échappe, laisse sa place vide dans ce créneau qui est porteur de pas mal de technologies. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il y a un savoir-faire qui est important, qui existe. Vous savez, les gens vont à l'école pour apprendre. Mais aujourd'hui, il y a une autre école, une deuxième école. C'est celle de l'ère de l'Internet. Et les Algériens, par nature, sont curieux. Moi, je les vois dans les congrès. Ils tiennent très bien leur place. Il faut simplement les encourager. Et les petites entreprises de biotechnologie ont besoin de l'aide et du support et du soutien du gouvernement à leur début. Parce qu'une fois qu'elles ont mûri et fait des découvertes, elles n'ont plus besoin d'argent public. La retraite n'existe pas tant qu'on est en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut s'occuper de soi. Je déplore aujourd'hui, pas seulement en Algérie, mais en France et dans d'autres pays européens, l'absence d'une médecine préventive. Notre médecine aujourd'hui, elle est curative et ce n'est pas bien. Et vous savez, on peut éviter la moitié des cancers par la prévention, l'hygiène de vie, l'exercice, l'absence de stress et de quelques autres ingrédients. Je me bagarre souvent avec quelques professeurs en France qui sont, à mon sens, un peu addicts aux protocoles internationaux et qui vous disent un examen PSA chez un homme ne sert strictement à rien. Une mammographie chez une femme, on peut en faire à partir de 60 ans, 65 ans. Non, ce n'est pas juste et ce n'est pas bien. Si vous avez ce que je vous ne souhaite pas dans votre famille, une mère, une tante, une cousine qui a fait un cancer du sein, à ce moment-là, la mammographie, il faut la faire dès l'âge de 40 ans et il faut la faire au moins une fois par an. Donc, ce siècle est aussi le siècle de la prévention. Et les choses ne viennent pas toutes seules, mais si on le veut, on arrive. Et donc, je reste encore actif dans la recherche et le développement. Je travaille notamment avec des chercheurs qui sont à Marseille et qui ont l'ambition, peut-être, si Dieu le veut, à arriver à une solution d'une pathologie qui est un drame. C'est la pathologie d'Alzheimer. C'est ce qu'il y a de pire qui puisse arriver à un homme ou une femme à un âge avancé, mais pas toujours avancé. Donc, il y a une molécule là-dedans. J'ai écrit des livres. J'en ai écrit 3 plus 1 qui est une œuvre commune. Il y a un autre qui va sortir dans quelques semaines. Ce sera au fil du temps. Ce sera le 5e. J'écris des chroniques dans un journal régional qui s'appelle La Provence.
j'interviens assez souvent sur quelque chose qui est un petit peu le leitmotiv de ma vie. C'est l'accès aux soins innovants. Aujourd'hui, nous vivons dans une société avec une médecine à deux vitesses. La médecine des riches et celle des pauvres. Moi, je voudrais qu'à cette santé à deux vitesses, à cette médecine à deux vitesses, on institue une médecine à deux prix. Que les gens qui ont gagné de l'argent, qui gagnent bien leur vie, qui ont des moyens, payent. Il n'y a rien de plus naturel. Mais que ceux qui n'ont pas de moyens financiers ne soient pas pour autant dépravés, éloignés de ce que produit aujourd'hui la recherche et le développement, et notamment dans les maladies rares, dans les cancers, où les prix sont devenus démentiels. Ce sont des niches, ce qui est un facteur défavorisant parce qu'il n'y a pas suffisamment de patients pour faire de la recherche, mais quand il y a une découverte, elle est vendue à un prix qui n'appelle pas beaucoup de respect. Je mesure ce que je dis. C'est un problème qui est mondial. Et ça ne peut pas être résolu par un pays seul. Parce que sans là, le fabricant, il vous dit, vous n'êtes pas obligé d'acheter ma molécule, ne l'achetez pas. Et vos patients iront la chercher en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, ou ceux qui ont de l'argent. C'est un problème qui doit être, à mon sens, discuté au niveau des G7, 14, 21 ou je ne sais plus. C'est au niveau des chefs d'État qui devraient ouvrir une discussion avec les fabricants, avec les propriétaires des molécules. À côté de ça, il y a aussi des molécules qui ne sont pas rémunérées à leur juste prix, ce qui explique d'ailleurs les ruptures que l'on voit. Je lisais avant de venir ici qu'en France, il y a actuellement 700 molécules qui sont indispensables à la santé des patients. Elles sont irremplaçables. Elles ne sont pas disponibles, elles font l'objet de ruptures de stock fréquentes parce que leurs prix sont trop bas. Ça, ce n'est pas juste et ce n'est pas de bonne politique. Parce que je viens des montagnes de Kabylie, je ne connais pas de laboureurs qui sèment sans espoir de récolte. Il faut les payer à des prix attractifs. Mais à côté de ça, il y a un effort du côté de l'industrie pharmaceutique sur les nouvelles molécules qui se vendent à des centaines, quelquefois des milliers de dollars, un traitement d'une semaine ou d'un mois, etc. Surtout quand il s'agit de molécules que l'on doit prendre pour une longue période. Ça, je ne vois pas la solution venir d'un État ou d'un groupe d'États. Il faut que ça se règle à l'échelle mondiale. On aura l'occasion d'en parler, mais les autres sont toujours en librairie, en France et en Belgique. Les autres sont aussi chez Amazon, à la FNAC. Je ne sais pas qui publiera le prochain livre, mais vous le saurez dans quelques semaines. J'espère pouvoir trouver un éditeur aussi à Alger. Ce sera beaucoup plus facile pour des lecteurs algériens, notamment ceux qui ne voyagent pas. Indiscutablement et sans réfléchir, c'est la connaissance de M. Ousdiq Silhachemi, paix à son âme, qui m'a ouvert les portes de l'espoir par le biais de la connaissance, par l'acquisition du savoir. Paix à son âme. C'est un peu plus facile quand on est au sommet de l'échelle de rencontrer des chefs d'État, des ministres, des premiers ministres. J'en ai vu un peu partout, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. À un moment, j'étais un visiteur assez
assidu au congrès américain. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est le footballeur Pelé, avec qui j'ai travaillé pendant pratiquement un an. J'ai appris à le connaître, j'ai appris à l'aimer et surtout à aimer sa modestie. Et Pelé, c'est un monument. Et puis, en Afrique du Sud, Tutu, prix Nobel de la paix, qui a passé beaucoup d'années en prison avec Mandela, et avec qui on avait mené des actions. Mais je pourrais vous dire tout autant des gens, d'associations. J'aime pas trop le terme, je souffre assez quand on parle des gens d'en haut par rapport aux gens d'en bas. Mais il y a aussi des gens modestes. Et en fait, je vais vous faire une confidence. Je n'ai jamais rencontré un homme, une femme, qui ne m'ait appris quelque chose de nouveau. Il suffit simplement d'ouvrir ses oreilles et d'écouter. Et il y a toujours quelque chose à apprendre quand on écoute et quand on est bienveillant vis-à-vis des autres. Et j'ai fréquenté à Paris des SDF, des accidentés de la vie, des gens qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain et qui se retrouvent avec des factures de loyer, d'électricité, de téléphone et que sais-je encore, et dont la femme vient de quitter le domicile conjugal en emportant les quelques économies du couple. C'est des gens qui sont édifiants. Et personne ne prend plaisir à tendre la main. Et moi, on m'a appris, notamment aux États-Unis, à tendre la main, même quand elle est vide, parce que ça vient du cœur. Il y a une réponse à une invitation d'un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Je l'ai rencontré pour la première fois à New York, aux États-Unis. Et après, je l'ai croisé à Davos, à Hong Kong, en Russie, à Moscou, à Pékin, un peu partout dans les places financières. C'est un homme qui mérite beaucoup de respect, c'est Abdelmajid Keral, qui a gagné, on va dire, sa vie, qui a gagné un peu d'argent, avant de revenir en Algérie. Donc, il m'a demandé d'intervenir à une de ses conférences. Il ne sera pas là vendredi, mais il sera représenté par son fils, qui est le président de l'entreprise. Et je le fais avec beaucoup de bonheur. Ensuite, vous savez, j'ai toujours une émotion quand je viens à Alger parce que je retrouve mes racines. Vous savez, l'arbre tient au sol par ses racines. Et nous tenons à la vie par notre histoire, notre passé, nos aïeux, nos grands-pères, nos grandes-mères, et tout me relie à ce pays. C'est là où je suis né. Donc je reviens, je le fais naturellement, je n'ai pas besoin de faire un effort pour venir. Il faut simplement gérer les demandes multiples qui, quelquefois, ça m'accumule sur mon agenda, mais ça, j'ai l'habitude de le faire. Quelque chose qui saute aux yeux, rendait heureuse celle des entreprises qui sont installées en Algérie. Je parle des entreprises dont l'intégrité et dont la responsabilité sociale vis-à-vis de la société ne pose pas
question. Et si vous rendez vos nationaux heureux, et si vous créez par ailleurs les ingrédients de stabilité, vous savez, les gens dans l'entreprise n'aiment pas l'incertitude. Et si vous faites cela, je vous assure que les investisseurs savent comment faire pour venir vous trouver. Mais rendez d'abord ceux et celles qui ont fait confiance à ce pays fiers d'avoir fait leur investissement, parce que rentable, je parle des entreprises, il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup aussi, qui ont cette soif de création. C'est l'entreprise qui crée de l'emploi et c'est l'entreprise qui crée de la richesse. Si on admet cela sans complexe, il n'y a pas de honte. Ce n'est pas une tare que de gagner de l'argent, condition de le faire dans le respect des lois, dans le respect de l'intégrité et en adhérant à la responsabilité sociale de l'entreprise, car aucune entreprise n'est sur une île déserte. Nous servons des patients dans le domaine de la pharmacie, nous servons des malades. La résilience doit être un des atouts de l'industrie pharmaceutique. Vous me forcez à parler un peu de moi, et vous confiez un regret. Souvent, je regrette que mes parents ne soient pas là, eux qui ont vécu dans des années de ténèbres pour voir un petit peu de lumière. Mais je suis aussi confiant que là où ils sont, ils m'entendent, ils me voient, ils m'écoutent, et quand je fais une bonne action, je crois qu'ils en tirent une fierté. Merci.